Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, du sanitaire au social, au politique et à l'économique, la démocratie face à elle-même dans la crise. En 2018, la pandémie n'existait pas et Notre-Dame de Paris n'avait pas pris feu. Mais en novembre 2019, une déflagration bien plus lourde encore et étendue qu'à Paris vient d'éclater dans le monde. Le coronavirus a émergé, déclenchant l'alerte générale et bouleversant tout sur son passage contagieux et envahissant. Une déflagration. Partout dans le monde habité, on a vu le climat social s'assombrir comme après un coup de tonnerre sous un ciel qui n'était déjà plus serein. Les équilibres sanitaires, sociaux, politiques et économiques ont alors tremblé de plus belle sur leur base nationale et internationale, reléguant au second plan les difficultés liées à l'urgence climatique, aux guerres et conflits religieux, au chômage, à l'insécurité, au manque d'éducation, à la pauvreté, etc. Pour Eumorin, le constat est là. L'activité humaine dégrade de plus en plus intensément la biosphère, l'atmosphère terrestre, les océans, les continents comme localement les villes, les fleuves et les océans. Le coronavirus nous ferait-il oublier ce contexte dramatique, au prix d'autres drames plus alarmants encore ? En août 2021, soit 21 mois après le début de la pandémie, les sources officielles établissent à 198 964 259 le nombre de cas confirmés dans le monde, dont 34 919 952 en Europe, et à 4 232 713 le nombre de décès dans le monde, dont 745 014 en Europe. L'état de catastrophe sanitaire est un fait établi, qui se traduit par des mesures concrètes, à commencer par l'état d'urgence. En France, l'état d'urgence sanitaire est instauré pour 2 mois par la loi du 23 mars 2020. Il est prolongé jusqu'au 10 juillet. Puis la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie du dispositif, met en place un régime transitoire autorisant le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles du 11 juillet jusqu'au 31 octobre 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La situation se compliquant, la loi du 15 février 2021 prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. Celle du 31 mai relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire organise la levée de cet état d'urgence. Un régime transitoire est ainsi mis en place du 2 juin au 30 septembre 2021. Durant cette période, seule la Guyane est concernée par la prolongation des mesures en vigueur, jusqu'à la fin de septembre 2021. Mais à l'été 2021, les choses se compliquent dans la période estivale et touristique, et l'actualité connaît de nombreux rebondissements sanitaires et sociaux plus ou moins localisés, alors que la rentrée politique s'annonce chargée. Chacun est bousculé, frustré, embarrassé par toutes ces mesures qui entravent le cours du quotidien. Les services de santé déjà éprouvés par la longueur de cette crise poursuivent leur mission, et se préparent à de nouveaux rebondissements. L'inquiétude monte et la lassitude menace. On ne peut plus se le cacher, d'autant plus que la rue commence à gronder avant même les rentrées scolaires, universitaires, sociales, économiques et politiques. À vrai dire, l'atmosphère dégage un air oppressant d'urgence permanente. Il y a là matière à s'inquiéter. Notamment si l'on a vu, dès l'origine de la pandémie, scientifiques et politiques occuper l'espace médiatique et se répandre dans les réseaux sociaux comme autant d'experts à écouter, mais dont la parole interroge le débat social et politique autant qu'elle nourrit chacun. De fait, on ressent que la parole citoyenne n'accède pas au dialogue. Et c'est fondamentalement là, non plus un simple problème de communication centré sur la politique de santé, mais un véritable problème complexe de société et de démocratie. Il ne suffit donc pas de renvoyer dos à dos la pandémie et la démocratie, pour exorciser le mal. Chacun a le droit et le devoir de s'exprimer quand il est personnellement menacé, et qu'il menace lui-même par la contamination la personne d'autrui. Et ceci, d'autant plus douloureusement que la seule certitude que nous avons à ce jour au sujet de la relation entre l'agent pathogène et son hôte, est que si nous savons quand la pandémie a débuté, nul ne sait objectivement quand et de quelle façon elle finira. Cela se fera-t-il comme en 1665 à Londres, où c'est un immense incendie qui est venu à bout de la peste ? Grâce à l'immunité collective, la variole en France au XVIIIe siècle ? À la mise en quarantaine, épidémie de SRAS en 2003 et Ebola en 2016 ?
ou aux traitements médicaux à partir de la recherche en épidémiologie, cas du choléra de 1849 à Londres, où John Snow découvre le vaccin après avoir mis en évidence le rôle des foyers épidémiologiques dans la propagation du virus, et ouvre la voie aux tests médicaux. Unitas multiplex. La démocratie, de démos, peuple, et kratos, pouvoir, est la réaction constatée aux origines de son histoire dans l'Antiquité à Athènes, de l'opposition du peuple à l'individualisation dans la personne d'un monarque absolu exerçant le pouvoir politique. La démocratie est donc la chose qui s'universalise et se transfère, dans et par la liberté de penser, à la personne de tout sujet à travers le pouvoir collectif, dans le respect de l'humanité et le sentiment de l'égale valeur des individus. Elle est le résultat d'une longue expérience au cœur des sociétés animées par les grands mouvements d'idées tels que l'esprit cartésien, l'esprit classique et l'esprit chrétien. Elle a favorisé le développement de la vie économique, qui élève les classes productrices et égalise les conditions sociales. Toutes ces réalités ont abouti à des variations structurelles et morphologiques des sociétés elles-mêmes. Elles ont incliné les hommes à se reconnaître comme semblables et tous, égaux. C'est ainsi que les classes sociales ont évolué vers plus de justice et d'égalité, que les sociétés adhérentes à ce progrès civilisationnel se sont multipliées, que la mobilité des populations s'est élargie, que les villes ont augmenté en nombre et en ampleur, et que les grands États se sont unifiés. Jadis la démocratie se limitait à la civilisation occidentale, mais avec Tocqueville, Démocratie en Amérique, on apprend qu'elle s'est étendue aux pays d'Extrême-Orient. L'homme d'État japonais, le marquis Okuma, ne disait-il pas « Les peuples inclinent tous vers le régime démocratique comme les fleuves roulent vers la mer ». C'est cette démocratie dont l'histoire est déjà longue, que la pandémie vient aujourd'hui ébranler en l'attaquant au cœur de son énergie vitale, la santé psychique, physique et physiologique des personnes, avec toutes les conséquences qui en découlent sur les plans économiques, éducatifs, culturels et politiques des communautés nationales et internationales déstabilisées par la situation. Mais l'histoire est changeante, et les régimes politiques n'ont pas d'autre solution que de chercher à s'adapter, surtout lorsqu'ils sont menacés par la nature et par l'homme et ses productions. Autrement dit, la pandémie 2019, dont on ignore où, quand, comment et dans quelles conditions elle s'arrêtera, c'est là le leitmotiv, révèle sous la crise la face cachée des destins individuels et collectifs qu'elle agresse. Et de ce point de vue, la crise fonctionne comme un analyseur clé de la situation en général et du dialogue social en particulier. Pandémie, le concept est aussi abstrait que concret. Si l'on observe que la maladie qu'il provoque est perçue par les sens comme résultat immédiat de la perception et est donc réel, il est concret. Mais l'obstacle épistémologique pour connaître l'une et l'autre, l'agent provocateur et la situation provoquée, n'en est pas franchi pour autant, car la pandémie comme l'âme, la morale, le bonheur, la justice, l'égalité ou la démocratie est un concept profondément abstrait. Il faut donc, pour s'en approcher au-delà des disciplines fermées sur elles-mêmes, explorer d'autres concepts concrets et abstraits significatifs de la réalité co-construite, que toutes les notions et concepts qui entrent dans son champ lexical et sémantique partagent avec elle dans l'ordre et le désordre au gré des circonstances. Et parmi ces concepts, la démocratie est certainement le concept fédérateur, l'unitas multiplex par excellence, des liens concrets et pragmatiques à tisser entre la pensée individuelle et l'action collective, pour bouter hors du sol et loin du corps des vivants le virus échappé du cheval de Troie que l'homme ou la fatalité ont cultivé dans les murs de la civilisation. Penser le lendemain, agir au présent en faveur de la santé pour tous, et vivre la démocratie au cœur d'un projet pragmatique, c'est tout cela que l'on redécouvre brutalement aujourd'hui, à l'ère du Covid-19 et des soulèvements d'idées et de foules en colère qu'il a déjà commencé à provoquer dans les villes et en générant, entre autres réactions, des mouvements de repli dans les zones non urbanisées. Mouvements certes localisés, mais qui ont suffi à relancer l'immobilier par endroits, à la campagne, à la mer comme à la montagne, en redonnant de l'espoir à une nouvelle catégorie de migrants fuyant la ville et ses contagions. On a moins parlé alors des bateaux du désespoir, seule fortune des émigrés clandestins, tout aussi exposés, sinon plus, à la contamination du virus après avoir subi la menace des régimes politiques qu'ils fuient quand ils n'ont pas d'autre choix. Et on a moins parlé aussi du désastre climatique et environnemental et de ses conséquences sur les mentalités à travers le monde,
renforcement de l'individualisme et de l'égoïsme, et sur la société, inégalité, insécurité, violence sociale, chômage, crise économique, etc. Après les gilets jaunes, les gilets verts et les gilets bleus, les gilets rouges, de la colère? Aurait-on oublié la Déclaration universelle des droits de l'homme, droits égaux et inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, et qui précise notamment dans son article 25, véritable pilier de la démocratie sanitaire. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La menace que la pandémie fait peser sur l'homme est complexe, en effet. Elle détruit la santé autant qu'elle porte atteinte à la société et à la civilisation. 4 démocraties en une. Une représentation syncrétique, au sens de la vision globale que l'on peut avoir de l'ensemble des éléments identifiables qui composent et structurent la pandémie, permet de modéliser la situation sous la forme d'un système démocratique composé de 4 sous-systèmes cardinaux, symboles et piliers à la fois du tout et des parties ainsi reconstituées par la pensée, au regard de la réalité observée et de l'action interrogée. Ainsi le modèle pressenti se dessine sous la forme d'une quadrilogie structurelle et dynamique où la démocratie est, ici, conçue comme un système général composé de 4 sous-systèmes interactifs et interdépendants. La démocratie sanitaire, la démocratie sociale, la démocratie politique et la démocratie économique. Ces sous-systèmes sont liés entre eux sur la base du sous-système économique, qui fonctionne comme le dénominateur commun du système global ainsi conçu. C'est donc tout un réseau de relations humaines, matérielles et organisationnelles, publiques et privées, interdépendantes et interactives, complémentaires et contradictoires, que dévoile la pandémie observée sous l'angle de la démocratie dans l'ordre du vivant social, chapitre 1. 1. La démocratie sanitaire est le sous-système du système général, où l'on peut observer les conditions de dépendance et d'autonomie qui définissent son identité et expliquent son fonctionnement, relativement aux missions et aux moyens qui lui sont propres. Le modèle vise à permettre de comprendre la capacité à penser et à agir des usagers et des personnels sanitaires et sociaux des services de santé sur le terrain, concomitamment aux préoccupations des acteurs du dialogue social incarnés dans la démocratie sociale, et des citoyens de la nation civique, sujet et objet à la fois de la démocratie politique et de la démocratie économique. Dans les faits, on le verra, la démocratie sanitaire est celle de la parole confisquée, du fait même de la politique de santé dont les marges de manœuvre sont étroites, économiquement parlant, chapitre 2. 2. La démocratie sociale est directement en prise avec la démocratie sanitaire qu'elle soutient, et les démocraties politiques et économiques avec lesquelles elle entretient des liens de déterminant à déterminer. Moment et lieu à la fois des transactions entre les acteurs et le système, la démocratie sociale est le centre de gravité de la vie publique, pour ne pas dire de l'humaine condition. Avec l'engagement social de tous en général, l'œuvre collective, et celui des agents hospitaliers, des travailleurs sociaux et médico-sociaux en particulier, la mission professionnelle, liée à l'action sanitaire, la démocratie sociale est la condition sine qua non de la juste expression des valeurs de la République. Avec la crise, le social ne peut plus se contenter d'apporter une sorte de paix sociale comme en temps de paix civile ou militaire, ni de veiller à la meilleure répartition possible des richesses. Il est tout entier engagé dans la lutte contre les menaces du virus. Et il en va de la responsabilité des peuples et des gouvernements de maintenir les harmonies entre les hommes et les structures, dans les organisations au travail. C'est là qu'on a l'habitude de le situer, comme dans les familles et ménages dans la vie quotidienne et leurs relations à la culture et à l'éducation. Avec la pandémie, le rapport au social se focalise sur le sanitaire, il devient sanitaro-centralisateur. Exacerbé, il est moins évident que d'ordinaire de percevoir le statut précis de ce rapport fondamental dans la crise. Il est même difficile de saisir son rôle et sa portée restant floue dans les esprits, qui ressentent plus qu'ils ne comprennent que la parole collective, qui est interpellée à tous les niveaux de la situation,
est une parole potentiellement interpellante quand elle rentre dans le jeu des boucles de l'action démocratique, chapitre 3. 3. La démocratie politique. Le social a toujours existé sous des formes variables, mais l'idée d'un social qui rapporte a toujours été présente dans l'esprit des hommes. Les observations de Marcel Mauss ne nous le font que mieux comprendre avec la théorie du don et du contre-don. Si avec le processus de la pandémie on peut à peu près composer, socialement parlant, avec le virus, on ne transige pas sur les plans biologiques et médical. Politiquement et économiquement, la nuance est de taille. Du fantasme à la réalité, elle plonge tout le monde dans la confusion et provoque l'État, quand elle n'agite pas le soupçon du complot et le constat de l'ébranlement des valeurs. De ce point de vue général, la pandémie se fond dans une problématique philosophique des questions relatives au pouvoir politique, à l'État, au gouvernement, à la loi, à la justice, à la paix et au bien commun affectés par l'ampleur du désastre. Ainsi pris en étau entre le sanitaire, le social et l'économique, le politique n'échappe pas à la crise dans la crise et met tout en œuvre pour garder la main sur les événements en orientant la parole collective. Chapitre 4. 4. La démocratie économique. Démocratie et économie entretiennent des rapports étroits, co-constitutifs et contradictoires à la fois, au sens où Morin traite des ambisystèmes. Mais la complexité s'accroît en période de crise du fait que l'économie est liée au politique, au social et au sanitaire dans la chaîne des relations de cause à effet que la pandémie active et réactive en boucle récursive dans l'espace-temps de leurs interactions en interdépendance mutuelle et respective. Comme le représente la figure ci-après, figure 1, la démocratie économique peut s'imaginer sous la forme du socle commun d'une arche composée de deux piliers, les démocraties sanitaires et sociales, et d'une clé de voûte, la démocratie politique. La zone matricielle entre le socle et les piliers correspond à l'espace où s'enracine et se développe le dialogue social, au sens large. Elle évoque l'image d'un édifice architecturé au centre d'une place publique avec son agora des temps modernes, où la parole est canalisée en fonction des relations entre les citoyens et le pouvoir politique. Figure 1. L'agora sur fond de pandémie. La démocratie économique n'est pas une démocratie directe, et la question se pose de l'écart entre ce qu'elle porte en elle de représentativité réelle et ce qu'elle devrait compter de participation effective, pour être une démocratie tangible et efficace. Chapitre 5. Ces quatre démocraties où s'expriment des paroles complémentaires mais contrastées, paroles des uns et paroles des autres, hommes et institutions confondus, procèdent d'une seule et même démocratie qui est celle classique, du projet démocratique de la société, projet philosophique et politique par excellence, que la pandémie impacte de plein fouet. La pandémie éprouve la démocratie, et la démocratie réagit avec les moyens dont elle dispose en fonction des valeurs du moment qui sont les siennes et dans lesquelles nous pouvons nous réfléchir. C'est là notre histoire actuelle, notre miroir où la société est partie en guerre contre le virus, autant que le virus atteint les hommes, corps et âme, en minant les structures de la société et contrariant ses projets. Otages l'une de l'autre sous la férule du coronavirus, les démocraties sanitaires, sociales, politiques et économiques, toutes les quatre ensemble, sont la seule vraie parade commune à la crise. Usagers des systèmes de santé, acteurs du dialogue social, citoyens de la nation et agents producteurs, hommes et organisations confondus, sont embarqués dans des situations infinies de coalitions démocratiques en spirale dont le mouvement chaotique et tourmenté inquiète les citoyens, alarme les décideurs, abat les pessimistes, mais pousse les optimistes à voir dans la pandémie l'origine de sursauts inventifs et créatifs. Chapitre 6. Couvrant la période novembre 2019 au octobre 2021, ce livre est un regard porté sur cette situation sanitaire, sociale, politique et économique qu'est la pandémie de Covid-19. Situation extraordinaire s'il en est, par son ampleur et sa démesure, qui oblige la société à se regarder en face, quand il s'agit pour elle et les éléments qui la constituent, de se replier sur ses ressources humaines en interrogeant le dialogue social, pour optimiser ses chances de pouvoir faire face à l'agresseur. Un agresseur qui, à visage à peu près découvert mais toujours mystérieux, franchit toutes les barrières de l'action stratégique des systèmes de défense, sanitaires, sociaux, politiques et économiques en défiant dans l'urgence qui se prolonge, les ressources du savoir-faire et du savoir-être confondus, en même temps que les forces du pouvoir politique confrontées à lui-même.
Issu des acquis du métier de psychologue et de psychosociologue en milieu hospitalier et médico-social, autant que de l'expérience universitaire d'enseignant-chercheur dans le domaine des sciences sanitaires et sociales couplées aux sciences de l'éducation, il est le fruit d'une réflexion scientifique, certes, mais il se veut aussi et surtout être l'expression d'une synthèse personnelle, celle d'une pensée citoyenne au même titre que quiconque doute et se projette dans la question complexe de la pandémie avec d'autres outils de réflexion et des actions que ceux des spécialistes et experts directement concernés, pour participer en situation, au débat collectif, global et local à la fois. Un débat où le langage et les mots d'où qu'ils viennent ont leur valeur, mais qu'il ne faut pas martyriser dans la plainte dramatique et la surenchère victimaire, plus que le virus ne commet déjà de dégâts. Avec le Covid et la pandémie, même le sens des mots est contaminé, remarque Pascal Lardelier. Toujours plus. Écrivait le journaliste François de Closet en 1984, augurant de lendemains qui ne pourraient pas éternellement chanter, alors que le mot de pandémie n'existait pas encore dans le langage courant ni même dans les esprits. Et comble de complexité, de surprise et de confusion à la fois, déjouant toutes les veilles sanitaires à ce jour, Covid-19 is not a pandemic, nous annonce Richard Horton, le rédacteur en chef de Lancet, la prestigieuse revue internationale de médecine. Covid est une syndémie, comme le met en exergue Barbara Stiegler dans sa plaquette pluri- et transdisciplinaire, de la démocratie pandémie sous-titrée « Santé, recherche, éducation ». Le préfixe syn de syndémie indique bien l'idée de ce qui va avec, idée de la conjonction des éléments qui forment un ensemble. Certes, la pandémie épouse la forme d'une spirale plus ou moins harmonieuse avec ses étranglements et ses renflements chaotiques, anthropiques et néganthropiques, synthèse des interrelations en interactions dynamiques de facteurs biologiques, humains et environnementaux. Elle n'est pas sans évoquer non plus l'image de la toile d'araignée dont les fils symbolisent le piège mortel et les superstitions, confère Chap. I2. Mais l'araignée, autant que de la mort, est la métaphore de l'énergie féminine, de la créativité, de la patience et de la force. Donc de l'espérance. Le crabe signifiait autrefois avec terreur la tragédie du cancer. L'image fait moins peur aujourd'hui. Mais qui, de l'homme ou du coronavirus promu au rang de nouvel épouvantail universel, prendra-t-il ou ne prendra-t-il pas l'autre aujourd'hui dans ses raies, à défaut de pouvoir cohabiter en paix? Chapitre 1 La pandémie, un analyseur clé de la démocratie. Covid is not a pandemic. Richard Horton. La pandémie est un miroir dans lequel la société et les hommes qui la composent peuvent se reconnaître selon les capacités de réflexion et d'action qu'ils s'accordent mutuellement, démocratiquement, face aux dangers. Ensemble, ils se masquent mais se cachent d'autres dangers, peut-être bien plus graves encore que celui qu'ils attribuent au Covid-19, qui circule aux frontières de la biosphère et parasite l'anthroposphère en impactant la psychosphère, la sociosphère et la noosphère. Le paradoxe logique n'est jamais loin. Il est toujours tapi au fond de la complexité bio-psycho-anthropo-sociale, qui caractérise les rapports de la pandémie à la société, relativement au milieu dans lequel elles évoluent ensemble selon le principe du parasitage de l'hôte par son commensal, tous deux affairés à défendre leur prééminence. Comment donc se définit cette situation où l'homme n'a pas choisi d'inviter le virus à sa table? Comment cette situation évolue-t-elle dans la réalité à travers la crise que le virus, qui a squatte la place, inflige à l'homme et à la société? Vers quelles mesures sanitaires, sociales, politiques et économiques, destinée à bouter l'ennemi hors du temple de l'humaine condition, nous conduit-elle? Et avec quelle chance d'aboutir? Dans cette pandémie, il ne faut pas voir que le virus. On n'en viendra peut-être jamais à bout par les seuls moyens des sciences biologiques, médicales et pharmaceutiques. Il faut voir au-delà du virus la situation du parasite, dans ses rapports aux environnements multiples et différenciés au sein desquels il développe ses effets dans un écosystème global, où l'influence climatique et bien d'autres fléaux naturels et socio-culturels interviennent aussi. Dans cette posture, on ne peut pas ne pas remettre en cause la façon dont nous vivons en société. Réussirons-nous à cohabiter avec le virus? Serons-nous capables de maîtriser sa virulence et sa morbidité, grâce à des comportements individuels et collectifs adaptés aux moyens thérapeutiques, scientifiques et techniques de la médecine moderne, corrélativement aux ressources de l'économie? Un jour peut-être,
Le virus s'apaisera-t-il, comme dans le cas d'autres maladies infectieuses que les vaccins ont éradiquées ou stabilisées et dont ils nous protègent? 1. La démocratie à l'épreuve de la pandémie. Parmi les violences que la pandémie inflige aux individus et aux populations, s'il en est une, collective et représentative de chacun, qui se trouve être particulièrement ébranlée par le virus responsable du désordre ambiant, c'est la démocratie. La démocratie, esprit et corps à la fois de la société, mise à l'épreuve du virus, autant que le corps humain est menacé par le parasite qui infecte ses cellules. Après avoir surpris les populations, les institutions et les gouvernements de pratiquement tous les pays du monde, la pandémie de Covid-19 apparue en Chine le 16 novembre 2019 à Wuhan est maintenant très implantée dans les populations après s'être propagée par voie aérienne et de contact, d'un porteur du virus à l'autre, de porte en porte et de foyer de contamination en extension de la contagion. Avec toutes les conséquences que cela implique en termes de santé publique, de vie sociale, d'instabilité politique, d'inquiétude économique et de relations internationales. Du côté des responsables et des experts, c'est l'Organisation mondiale de la santé (OMS), branche santé de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui la première a réagi en alertant la République populaire de Chine et les États membres. L'Europe lui a emboîté le pas et le 17 mars 2020, la France, déjà avertie par l'Italie, se lançait dans la bataille contre l'agresseur en se figeant dans son premier confinement. Ainsi apparue, cette pandémie est immédiatement qualifiée de crise sanitaire majeure provoquée par une maladie infectieuse émergente, la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, provoquée par l'agent pathogène, le SARS-CoV-2. En France, cette pandémie est la plus meurtrière et dévastatrice des épidémies de ces dernières décennies. Dès mars 2020, la diffusion du virus est exponentielle. Alors, pour réduire la morbidité, la population est confinée à domicile, et l'accès aux lieux publics non indispensables à la vie du pays est interdit jusqu'en juin et juillet. Au 20 juillet 2020, la pandémie a fait plus de 20 000 morts et tué davantage que toutes les épidémies de grippe saisonnière. Le Monde, 24-2020. Les hôpitaux sont vite saturés. Les services d'urgence et de réanimation débordés. La situation est explosive. Des transferts de malades d'un hôpital à un autre, et parfois même d'un bout à l'autre de la France, sont organisés dans le but de sauver des vies. Pour stopper la chaîne de contamination, des mesures drastiques de confinement sont mises en place. Mesures d'hygiène, masques, gel hydroalcoolique, distance sociale. Distance ou barrière, on ne sait plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot quand il ne suffit plus de chercher à exorciser un microbe implacable, qui n'a rien d'imaginaire. Les hôpitaux, après un court répit, salués dans les cités par des applaudissements publics aux infirmières, sont de nouveau très vite saturés au niveau des services d'urgence et de réanimation. Bousculés dans les autres services. En chirurgie, les opérations sont reportées quand elles ne sont pas annulées. Les listes de consultations s'allongent et les délais de rendez-vous augmentent. Le burn-out guette les communautés médicales et soignantes. Pour stopper la chaîne de contamination, les mesures de confinement sont renforcées et contrôlées. Mais, suite à de nouveaux pics de contagion dans la période de novembre 2020 à juin 2021, 2 confinements successifs sont mis en place, assortis de couvre-feu. Au 9 juillet 2021, la France en crise sanitaire, éducative et économique est désarçonnée par l'apparition du variant Delta qui relance le processus de contamination à la hausse pour atteindre le chiffre de 5 803 687 cas enregistrés, dont 385 950 guérisons et 111 302 décès. La campagne de vaccination qui a été mise en place le 27 décembre 2020 est réactivée, et en 6 mois, la moitié de la population est vaccinée. Mais l'autre moitié tarde à s'y soumettre, dont une forte proportion commence à résister contre la vaccination liberticide. 4 vagues, au stade estival des vacances 2021, jalonnent la progression de la pandémie. La première vague, mars-mai 2020, a connu un pic de contagion entre le 6 et le 10 avril 2020. La deuxième vague, septembre-novembre 2020, a vu son pic de contagion culminer entre le 12 et le 19 novembre 2020. La troisième vague, mars-avril 2021, permet d'observer un pic les hospitalisations le 12 avril 2021 et le 13 avril pour les réanimations.
La quatrième vague, juillet 2021, annoncée laisse prévoir un pic de contagion à l'automne 2021 selon les chercheurs de l'Institut Pasteur, qui entrevoient un pic d'hospitalisation, pouvant survenir de façon quasi certaine si des mesures ne sont pas prises immédiatement et appliquées. Mais la plupart des modèles ayant été conçus sans compter sur la contagiosité du variant Delta, 60% plus contagieux que le variant alpha anglais qui avait causé la troisième vague, le 21 juillet, le Premier ministre confirme que la France est entrée dans sa quatrième vague épidémique. À cette date, la courbe des hospitalisations était encore basse car il faut, en moyenne, 2 à 3 semaines pour que la hausse des cas se répercute sur le nombre de personnes hospitalisées. Mais la déferlante des vacanciers dans les lieux publics et le relâchement des comportements va très vite s'avérer être un accélérateur difficilement contrôlable des processus de contamination. La situation est de plus en plus préoccupante. Le 2 août 2021, le président de la République, interrogé à la sortie du Conseil sanitaire du 11 août sur la situation hospitalière en Guadeloupe et en Martinique, si tendu qu'un confinement strict est appliqué, confirme que la crise sanitaire n'est pas derrière nous. Manifestement, l'heure n'est plus à la seule pédagogie pour le chef de l'État qui pense que le pass sanitaire va redevenir obligatoire dans les grands centres commerciaux. Mais déjà, dans ses applications récentes, la mesure avait été vécue comme une contrainte. Elle avait irrité et donné à observer des comportements déviants. À Arcachon, des intrus ont piraté l'ordinateur d'un médecin et ont édité 55 faux certificats de vaccination. Sud-Ouest, 12-8-21. Dans la rue, les slogans fleurissent. Je ne suis pas un QR code. Affichent certains, non au pass de la honte, clament d'autres le long des cortèges de manifestants qui commencent à défiler un peu partout. À Orléans, une nouvelle manifestation est annoncée le samedi 14 août, pour exiger le retrait du pass sanitaire, à l'appel de plusieurs organisations de gauche et syndicats. La dernière a réuni 2500 personnes samedi dernier. À Dénéchère, France Bleu Orléans, 11-8-31. Le pass sanitaire, certains n'hésitent pas à le juger liberticide et antisocial. Des restaurateurs s'insurgent contre la mesure coercitive, alors que des cafetiers recommandent l'application numérique, tous anti-Covid, pour agrémenter les loisirs de chacun. On se bat pour savoir si le pass doit s'écrire avec ou sans E. Le gouvernement choisit la forme courte, alors que l'Académie française propose la forme allongée. Les jeux de mots s'enchaînent. Cela détendra toujours l'atmosphère. Mais la pandémie, elle, ne passe toujours pas. L'exécutif va devoir resserrer la vis et reprendre le contrôle des oppositions qui se préparent pour la rentrée. Jamais une crise n'a été combattue de manière aussi démocratique, se persuade le président de la République, Emmanuel Macron, face aux accusations de dictature sanitaire soutenues par ceux qui font commerce de cette pandémie pour gagner des parts de marché. L'État joue son rôle, rappelle-t-il, les débats parlementaires sont nourris, et un contrôle constitutionnel comme il se doit veille sur toutes les décisions. Mais au-delà de ces mises au point, le gouvernement, sous l'autorité de son président, va devoir accélérer la vaccination pour tenir l'objectif d'au moins 50 millions de primo-vaccinés à la fin août. Les rendez-vous seront organisés dès la fin du mois, prélude aux rentrées scolaires et universitaires, notamment avec la vaccination des jeunes générations, celles qui s'exposent inconsidérément, sans oublier les populations à risque toujours pas vaccinées, professionnels de santé, porteurs de maladies chroniques et personnes âgées. C'est aujourd'hui l'histoire d'une longue histoire déjà, à l'heure où je rédige cette page, août 2021, et prends conscience que je devrais tenir les suivantes jour après jour, au fil des avancées, alors même que les spécialistes inquiets de l'évolution contagieuse du variant Delta ne peuvent plus reculer devant la perspective inévitable du 4e confinement. Et que les Français, de plus en plus éprouvés, se divisent de plus belle entre discours de l'opinion et mesures du gouvernement sur la question des tests, de la vaccination et du pass sanitaire. De la rentrée de septembre aussi, scolaire, universitaire et politique. Autant d'arguments multipolarisés, convergents et divergents, complémentaires et contradictoires entre le peuple et les élites, dirait Michel Maffezoli, qui ne vont pas manquer d'interférer bientôt avec l'élection présidentielle 2022, dont la pré-campagne n'a pas attendu les dates officielles pour se lancer. Après le variant britannique et le variant Delta, la progression du variant colombien arrivé en France en juin 2021 est en train de s'étendre. Et avec elle,
la perspective d'autres mesures et d'autres réactions de l'opinion publique, qui continue à se manifester un peu partout en France et ailleurs dans un climat de fièvre récurrente et évolutive, qui pèse déjà même sur la justice et menace la démocratie en la menaçant. La loi est arbitraire, juge les opposants aux mesures de confinement, de vaccination et de passe sanitaire. C'est la coutume, argumentent certains dans l'esprit des pensées de Pascal. L'un dit que l'essence de la justice est l'autorité du législateur, l'autre la commodité du souverain, l'autre la coutume présente, c'est le plus sûr. Rien suivant la seule raison n'est juste de soi, tout branle avec le temps. La coutume fait toute l'équité, par cette seule raison qu'elle est reçue. Pascal, Pensée 56. Du point de vue de cette histoire en train de se faire, si la démocratie apparaît sans conteste au centre de chaque équilibre menacé par la pandémie, sanitaire, sociale, politique, économique, elle se précise chaque jour davantage comme un révélateur à expliciter de ce que vivent et vont vivre, aussi bien les hommes que les organisations sanitaires et sociales, en première ligne sur le front de la pandémie. Comment donc procéder pour trouver sa voie dans cet écheveau d'écheveaux ? 2. Le choix d'un mode d'appréhension du contexte. Croire en l'homme quand on est assailli par une pandémie, c'est ne pas céder à la désespérance. Mais c'est aussi, selon le principe d'Hippocrate, primum non nocere, d'abord ne pas nuire, apprendre à regarder les choses en face pour évaluer sa capacité à réagir à bon escient et corriger la situation, réussir à s'adapter et à inventer, bref à faire des problèmes, drames et tragédies que la pandémie enchaîne des leviers pour la reconstruction. Hippocrate encore lui, disait que pour atteindre le malade, il faut d'abord traverser la maison. Pour le soigner, il faut faire le bon diagnostic en somme après avoir observé l'environnement dans lequel il vit, les lieux, la famille, les habitudes et les sujets dont on parle. Il en est ainsi de la pandémie comme de l'écologie, où il est impossible de comprendre la partie sans connaître le tout. Sans contextualiser. En médecine comme ailleurs, il y a une intelligence des situations, relationnelle, diagnostique, thérapeutique, pronostique, qui parle à l'entendement et guide la conscience, c'est-à-dire au jugement et au comportement responsable. Et c'est cette intelligence, individuelle et collective, éprouvée au gré des confinements, qui se transmet en privé comme en public par le langage et la parole, entre le doute et l'espoir. Croire en l'homme face à la pandémie, membre d'une élite ou simple citoyen, c'est avoir un projet. Un projet dont la forme ne pourra jamais être autre qu'individuelle et collective à la fois, mais rarement stable et uniforme car soumise précisément à des variations individuelles et collectives. Avoir un projet, c'est se fixer une ligne de conduite et d'espérance. C'est avoir une visée. Et donc de prime abord, individu ou collectivité, apprendre à savoir ce que la pandémie est, aspect ontologique de l'objet, ce qu'elle fait, comment elle agit et se propage, aspect fonctionnel, et ce qu'elle devient, en quoi et comment elle change, aspect génétique. Pour faire court, traversons la maison pour aller au-devant de quelques points de repère commodes, réels et symboliques. 2.1. De spirale en rétroaction, feedbacks. On peut observer la pandémie à travers un référentiel temps-espace-forme, à la manière dont J.L. Lemoigne recommande l'utilisation de cet outil pour repérer la position des objets soumis à des processus, c'est-à-dire subissant des changements. La question générale qui se pose en effet, avec la pandémie dans son contexte, c'est celle de sa temporalité, c'est-à-dire la dimension du temps qui passe entre le début et la fin de la contagion. Viennent en même temps la question du vécu de la crise proprement dite, en situation dans l'espace des territoires qu'elle traverse et celle enfin, de la fin de la pandémie, toute immunité espérée sous condition de non-réémergence de variants et sous-variants, c'est-à-dire au total, de la nature et de la forme, biologique, sociale, politique, économique, etc., de cette pandémie au moment où on l'observe. 2.1. La spirale et le changement. À un premier niveau d'appréhension globale de la pandémie, nous proposerons donc un schéma capable de représenter la dimension stratégique implicite du changement espéré face à la crise. À ce stade de l'investigation, les choses sont encore relativement simples. La pandémie se répand comme une spirale ascendante croissante par vagues entrecoupées de périodes de transition plus ou moins chaotiques, qui produisent leurs effets partout où passe le fléau comme une tornade plus ou moins violente, à laquelle il faut s'adapter. Ainsi, quand Henri Atlan, par exemple,
rejoint les travaux de Jean Piaget à propos du phénomène d'accommodation dans l'apprentissage stochastique spontané et par hasard, qui est la tendance normale des systèmes vivants à s'auto-organiser par intégration de nouvelles connaissances. On peut y voir une application possible à l'objet qui nous intéresse. On peut y sonder le rapport au langage et à la parole notamment, au cœur des valeurs et de l'action démocratique. Abstraites, les significations de la spirale sont transspécifiques. Elles peuvent aller d'un domaine à l'autre de la réalité, et d'une discipline scientifique à une autre, voire au-delà des disciplines. On peut ainsi représenter graphiquement les objets qu'elles symbolisent entre des coordonnées spatio-temporelles, comme lorsque l'on se pose la question longitudinale et transversale du changement, figure 2. Avec Gregory Bateson et l'école de Palo Alto, Paul Václavic met l'accent sur la différence entre changement avec ou sans prise de conscience. Il distingue en ce sens deux sortes de changements pour résoudre le paradoxe du changement sans changement. Le changement de premier ordre ou changement I se produit à l'intérieur d'un système donné qui reste lui-même inchangé. Il rend compte du maintien de l'homéostasie, la constance du système, par le biais des rétroactions négatives purement correctives. Plus ça change, plus c'est la même chose. P. Václavic, Opsit 1972. Le changement de traduit le changement de changement, c'est-à-dire les transformations opérées à la fois dans le système et dans son environnement. Autrement dit, il est illusoire d'atteindre un seuil d'efficacité dans la lutte contre la pandémie si l'on s'en tient aux seuls aspects sanitaires du problème, sans intervenir sur le contexte et l'environnement dans lequel le système de santé est tout entier immergé. Intervenir sur, dans et par le contexte, c'est ce vers quoi l'on tend lorsque l'on parle d'invention et de créativité pour sortir de la crise. De 1.2. Le poids des mots et la prise de conscience. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.